On l'appelait le Golden Boy, le ministre d'État ou étoile d'État. Mais pour la rue abidjanaise, de Treichville à Yopougon, il était simplement Ambak. Un homme capable de paraffer des contrats de défense à $1 milliard au palais présidentiel sous le regard strict d'Alassane Ouattara et de commander un boulet bicyclette dans un maquis d'Abobo à 2h du matin au milieu des décibels du coupé décalé. Ahmed Bakayoko n'était pas un politicien comme les autres. Il était le ministre cool, le trait d'union improbable entre les dorures de la République et la Côte d'Ivoire d'en bas. Accessible, humain, il recevait le tout venant sans distinction. Qui était vraiment Ahmed Bakayoko ? Et que reste-t-il de son héritage ? Voilà 5 ans que le destin a fauché cet homme de 56 ans. Notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. La disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko des suites d'un cancer, il avait 56 ans. Ahmed Bakayoko est mort hier soir en Allemagne. L'ancien Premier ministre a été emporté par un cancer. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui confrontée à ce nouveau choc au sommet de l'État. Aujourd'hui, nous levons le voile sur la vie et le parcours de ce colosse de la vie politique ivoirienne. Aïe, c'est vous de GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si ces thématiques te passionnent, tu es bien évidemment au bon endroit. Je te laisse t'abonner et on va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Pour comprendre l'ascension fulgurante d'Ahmed Bakayoko, il faut remonter à la source. À Djamé, le 8 mars 1965. Dans cette commune qui ne dort jamais, Ahmed Bakayoko pousse ses premiers cris. Il est le deuxième enfant d'une fratrie de 4. À ses côtés, son frère aîné, Zoumana, qui fut député et homme d'affaires. Zoumana ouvre la voie, mais c'est Ahmed qui marquera les esprits. À la maison, l'éducation ne laisse aucune place au hasard. Son père, Anliou Bakayoko, fonctionnaire rigoureux, homme de principe, et sa mère, Mayama Touré, veillera sur l'équilibre du foyer où l'on apprend très tôt la valeur du travail et de la loyauté. C'est ce contraste fondateur qui va forger l'armure du futur ministre. D'un côté, la droiture héritée d'un père serviteur de l'État, et de l'autre, l'énergie brute et l'instinct de survie puisé dans les rues d'Adjamé. Le parcours d'Ahmed Bakayoko n'a rien de linéaire. Il est un pur produit du collège moderne d'Adjamé et du prestigieux lycée classique d'Abidjan. Le baccalauréat en poche, il prend la direction du Burkina Faso pour y faire des études de médecine. Ne s'y plaisant pas, il quittera très vite l'université de Ouagadougou et rentrera en Côte d'Ivoire sans diplôme. De retour à Abidjan, Ahmed Bakayoko ne cherche pas sa place, il la crée. Il s'immerge immédiatement dans le chaudron du journalisme et du militantisme, principalement au sein de la MEICI, mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. À une époque où les campus étaient le théâtre de luttes acharnées, Ahmed Bakayoko se dresse en rempart de l'oufouettisme, à savoir que le MEICI était très proche du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir à l'époque, et le MEICI s'affrontait avec la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, qui elle était proche de Laurent Gbagbo, le président du FPI et opposant numéro 1 à Félix Houphouët-Boigny à cette époque. Et donc c'est dans ce bras de fer permanent que son cuir politique se forge. Cet activisme finit par attirer l'œil d'une femme de réseau au flair affûté, Dominique Ouattara. Elle est la première à déceler le potentiel de ce jeune loup, charismatique et efficace. Ahmed Bakayoko, qui a perdu sa mère très tôt, crée un lien avec Dominique Ouattara. Dominique Ouattara le prend sous son aile, agissant comme une mère de substitution. Elle ne se contente pas de le parrainer, elle le façonne. Elle fait en sorte qu'il soit élégant, qu'il apprenne les codes de la société. Dominique Ouattara croit en son audace. Elle finance son premier grand défi, le journal Le Patriote. Ce journal, ce sera donc l'outil de communication par excellence du RDR dans ce marasme médiatique que connaissait la Côte d'Ivoire en ce début des années 90. Le journal Le Patriote sera indispensable dans la lutte que mèneront le RDR et ses militants. Dominique Ouattara lui confiera également la gestion de la radio Nostalgie. Avec le concours d'Yves Zogbo Jr., ils feront de cette radio un mastodonte du marché ivoirien, première radio commerciale de Côte d'Ivoire. Quel souvenir vous gardez de votre passage à Radio Nostalgie en tant que premier responsable? Ben écoutez, c'est d'abord avec beaucoup d'émotion que je suis là et je veux vraiment saluer toute l'équipe avec Cheikh Ivan, tous ceux qui assurent aujourd'hui la direction. J'ai envie de dire enfin, ce bébé a survécu, vit encore. Vous savez, quand on démarre un tel projet, donc il y a 24 ans, on se bat tous les jours pour que ce projet-là vive parce que il n'y avait pas de modèle. C'est la première radio libre et privée, on va dire, dans le paysage ivoirien avec un modèle assez spécifique. Merci beaucoup. C'est un comeback que je fais avec beaucoup d'émotion. Le souvenir vraiment d'une entreprise et ça me donne l'occasion de rendre hommage à Madame la Première Dame parce qu'à l'époque elle n'était pas Première Dame, elle a cru en des jeunes. Moi-même, Yves Zogbo nous a mis
en rapport avec ceux qui sont devenus nos partenaires de Nostalgie à l'époque qu'elle connaissait. Et c'était très difficile, elle nous a accompagnés, il fallait même des engagements financiers, elle a fait face à notre place, nous a demandé d'être sérieux. Et c'est encore Dominique Ouattara qui recommandera à son mari de travailler avec Ahmed Bakayoko. Dominique Ouattara ne cessera jamais d'être la bonne fée dans la vie d'Ahmed Bakayoko. Sur le plan politique, Ahmed Bakayoko ne faisait pas partie des fondateurs du RDR, mais il va s'imposer comme un maillon utile. En 1994, le parti traverse une zone de turbulence majeure, alors qu'Alassane Ouattara s'envole pour Washington pour y occuper la direction générale adjointe du FMI, le Fonds monétaire international. Le RDR et ses cadres sont livrés aux foudres du régime d'Henri Konan Bédié, déterminé à étouffer le RDR, et la principale arme du régime Bédié sera l'instauration du concept de l'ivoirité. Ce concept discriminatoire, qui fragilise et stigmatise les populations originaires du nord du pays, vise avant tout à exclure Alassane Ouattara de la course présidentielle sous un prétexte fallacieux d'une nationalité douteuse. Pour accéder au pouvoir suprême, il aura fallu en effet au président de l'Assemblée nationale, Henri Konan Bédié, utiliser tous les moyens juridiques pour écarter son concurrent le plus sérieux, Alassane Ouattara, Premier ministre en fonction au moment du décès de Félix Houphouët-Boigny. Bédié dispose d'une arme fatale, le concept d'ivoirité, qui lui permet d'écarter Ouattara, dont le père pourrait être originaire du Burkina Faso. Tout électeur âgé d'au moins 40 ans peut être candidat à l'élection du président de la République sous réserve des conditions ci-après. Être ivoirien de naissance, nés des pères et mères eux-mêmes ivoiriens de naissance. Ivoirité, concept d'un usage pernicieux dont la principale conséquence est que les immigrés, notamment burkinabés, sont de plus en plus mal tolérés. Durant cette atmosphère tendue, Ahmed Bakayoko construit sa stature. Tandis que la peur paralyse certains cadres, lui tient la baraque. Aux côtés d'Henriette Dagri-Diabaté, d'Amadou Gon Coulibaly, de Kandia Camara et de plein d'autres, ils font vivre la flamme militante et implantent le parti dans toute l'étendue du territoire ivoirien. Ahmed Bakayoko est un homme de terrain. Pour défendre la cause d'Alassane Ouattara, il ne reculera devant rien, ou presque. Il affronte les grenades lacrymogènes et brave l'interdiction des meetings. Cet activisme le conduira dans les cellules de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. Cette incarcération sera son baptême du feu. À sa sortie de prison, il n'est plus seulement le poulain de monsieur et madame Ouattara, mais un cadre du parti prêt à tous les sacrifices pour défendre l'idéal commun. L'année suivante, en 1995, il épouse Yolande Tano, à savoir que Yolande Tano est avocate, chrétienne et originaire d'Adjin-Bilékrou, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Si cette union est d'abord un choix du cœur, elle s'avère un coup de maître stratégique. Dans un pays qui commence à se déchirer sur les racines et l'identité, ce mariage est un pont jeté entre le nord musulman et l'est chrétien. Pour l'autodidacte qu'est Ahmed Bakayoko, s'unir à une juriste promise à un bel avenir et de bonne famille sont des atouts majeurs. Ce mariage sera un moteur pour les deux époux, car fonctionnant en vase communicant. Ahmed Bakayoko sera métamorphosé par cette union, il deviendra un homme posé, bon père de famille et époux amoureux de sa femme. Le 24 décembre 1999, alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer Noël, le pays bascule dans l'inconnu. Tout part de soldats de l'armée nationale de retour d'une mission onusienne en Centrafrique. Ils lancent une mutinerie pour réclamer le paiement de soldes impayés. Face à cette grogne sociale, le pouvoir bédié tergiverse. Cette lenteur à réagir attise la colère des mutins jusqu'à un point de non-retour. Ce qui ne devait être qu'une revendication salariale se transforme alors en un véritable coup d'État. La nation est ébranlée. Le président Henri Konan Bédié perd le pouvoir en quelques heures, mettant fin à plus de 4 décennies de gouvernance du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, fondé par le père de la nation Félix Houphouët-Boigny. Situation toujours extrêmement tendue en Côte d'Ivoire où les mutins semblent s'organiser. Ils ont constitué ce matin un comité de salut public. Le président déchu, Henri Konan Bédié, serait réfugié dans un camp militaire français. Paris s'apprête à renforcer son dispositif militaire en Côte d'Ivoire. Sur les décombres du régime Bédié, une nouvelle figure s'impose, le général Robert Guéhi. Le général Guéhi justifie son coup d'État par une mission d'utilité publique. Pour asseoir sa légitimité, le général Guéhi met en place un gouvernement d'union nationale. Le RDR d'Alassane Ouattara accepte initialement de jouer le jeu de la transition. Cependant, l'illusion d'une transition neutre s'évapore rapidement. L'ambition personnelle du général Guéhi prend le pas sur sa mission. Il commence à s'imaginer un destin présidentiel. Le RDR, dénonçant une dérive autocratique et une volonté manifeste de confisquer le pouvoir, décide de claquer la porte du gouvernement.
Ce revirement de Robert Guéhi sera le moteur direct de la tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire en septembre 2002. Le pays s'enfonce de ce fait dans une impasse totale. Pour Ahmed Bakayoko et le RDR, le combat change de nature. Il ne s'agit plus seulement de lutter contre un concept identitaire, mais de survivre à une dérive militaire qui ne tardera pas à plonger le pays dans une période de turbulence importante. Le scrutin organisé au milieu de l'année 2000 se transforme en un duel tronqué entre Robert Guéhi et Laurent Gbagbo. Sentant que le scrutin tournait en sa défaveur, le général Guéhi, par la voix de son ministre de l'Intérieur, fera suspendre le dépouillement et se déclarera vainqueur du scrutin. Devant cette tentative de hold-up électoral, Laurent Gbagbo appelle ses partisans à prendre la rue. Je demande à tous les militants de se dresser pour faire barrage à l'imposture. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue. Robert Guéhi est contraint de fuir le palais et la capitale en catastrophe. Laurent Gbagbo accédera à la présidence, mais la victoire sera amère. De son propre aveu, il reconnaîtra que son élection s'est déroulée dans des conditions qu'il qualifiera de calamiteuses. Quand je suis arrivé au pouvoir, dans la situation calamiteuse que vous savez, le RDR, refusant de valider ce qu'il considère être une forfaiture, organise des manifestations massives pour réclamer un nouveau scrutin inclusif, exigeant la participation de tous les candidats, dont Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. La réponse des nouvelles autorités ivoiriennes est brutale. L'enquête commence. Au lendemain de la découverte d'un charnier de 55 corps dans la périphérie d'Abidjan, 3 ministres du gouvernement nommés hier soir par le nouveau président ivoirien Laurent Gbagbo se sont rendus sur place ce matin. Les victimes, des hommes jeunes, portent pour beaucoup visibles des traces de balles et l'on pense à des exécutions sommaires. La découverte du charnier de Yopougon sera le point culminant de ces événements qui marqueront au fer rouge le début de l'ère Gbagbo. Beaucoup s'attendaient à ce que Laurent Gbagbo mette fin au concept identitaire qu'il avait autrefois combattu. Par pur cynisme politique, il choisira lui aussi de l'exploiter. L'ivoirité devient, sous son magistère, un outil de conservation du pouvoir, achevant de fracturer la société ivoirienne. Ahmed Bakayoko, aux côtés d'Alassane Ouattara et d'autres, rentre en résistance. Le 19 septembre 2002, les rebelles qui se préparaient à Ouagadougou frappent donc la Côte d'Ivoire. L'offensive est rapide et foudroyante. Après avoir échoué de prendre Abidjan, les rebelles se replient et s'installent durablement dans les grandes agglomérations du nord et de l'ouest du pays. Et grâce à la médiation de la France, qui organisera des pourparlers qui se concluront par les accords de Marcoussis, un gouvernement de réconciliation nationale sera mis en place en 2003, dirigé par Seydou Eliman Diarra. Chacun des partis les plus importants enverra un contingent pour les représenter au gouvernement. C'est ainsi qu'Ahmed Bakayoko devient ministre des TIC, donc des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y restera un peu plus de 7 ans. À son actif, la libéralisation totale du secteur des télécoms, l'explosion de la téléphonie mobile et la création du Fonds de services universels pour étendre Internet sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Ahmed Bakayoko fera en sorte de maintenir les réseaux de communication, surtout dans les zones tenues par les rebelles. Dans cette période, il peaufine son image de ministre du peuple. Il s'affiche avec toutes les stars de la musique. Il paie les soins de Dougsaga lorsqu'il tombe malade et s'affiche sans complexe avec les membres de la Jet Set, Mollard, Jean-Jacques Ouamé, Lino Versace, Et là, la presse ne peut assister à leur entretien. Écoutez, moi j'ai eu la nouvelle donc par les médias. J'ai estimé que ce garçon qui était un jeune frère a fait que notre pays. C'est un monsieur. Il faut respecter les gens qui ont apporté quelque chose. Que personne ne peut nier ce que Dougsaga a fait. Et c'est pas acceptable qu'il soit dans cet état et qu'on se mobilise autour de lui. Il faut arrêter de faire des médecins après la mort, de venir faire des simagrées quand il va avoir un problème radical. Alors qu'aujourd'hui, il faut qu'on assiste. Je suis venu, d'abord à titre personnel, soutenir un jeune frère et je suis très ému de le voir dans cet état. Ahmed Bakayoko ne fait pas que de la communication. Il aime sincèrement ce milieu, mais il a surtout compris que c'était le meilleur moyen de capter une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les hommes politiques austères et distants. En 2010, lors de l'élection présidentielle,
Il est directeur de campagne chargé de la mobilisation de la jeunesse. Si Amadou Gon Coulibaly dirige la stratégie globale, Ahmed Bakayoko occupe le terrain. Cette campagne a été remarquée par son modernisme, une campagne à l'américaine, avec une omniprésence visuelle dans toutes les rues ou presque du pays. Et les résultats de cette élection seront à l'avantage d'Alassane Ouattara et du RDR. Henri Konan Bédié arrivera 3e du scrutin et ne sera pas qualifié pour le second tour. Fidèle au partenariat signé avec le PDCI en 2005, Henri Konan Bédié appelle à voter pour Alassane Ouattara. Le report de voix du PDCI sur Alassane Ouattara a très bien fonctionné. La commission électorale indépendante proclamera Alassane Ouattara vainqueur du scrutin avec plus de 54% des voix. Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Mais le Conseil constitutionnel invalidera 7 départements et ce n'est que comme cela que Laurent Gbagbo sera déclaré vainqueur de cette élection de 2010 avec 50 et quelques % des voix. Face à ce refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite, Ahmed Bakayoko tente de faire jouer ses réseaux transversaux. Il essaye de raisonner des proches de Laurent Gbagbo avec qui il entretenait des liens, tels l'ancien ministre de l'Intérieur Désiré Tagro, Nadi Bamba, deuxième épouse de Laurent Gbagbo, mais également le chef d'état-major général des armées Philippe Mongou. Ce sera sans succès. Pendant la crise post-électorale retranchée au Golf Hotel, sous blocus des forces loyales à Laurent Gbagbo, Ahmed Bakayoko joue un rôle crucial auprès d'Alassane Ouattara. Il gère les réseaux de renseignement et assure la liaison politique. Avec Guillaume Soro, il maintient le moral des troupes et coordonne les ralliements. Après l'arrestation de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara confiera le ministère de l'Intérieur à Ahmed Bakayoko. En devenant premier flic de Côte d'Ivoire, il confirme qu'il n'est plus seulement une petite main, mais l'un des piliers importants du nouveau régime. À l'issue de la crise post-électorale, sa mission est titanesque. Il devra principalement restaurer l'ordre républicain sur toute l'étendue du territoire. Il engage de ce fait une politique de modernisation profonde et multisectorielle. Ahmed Bakayoko lance la réhabilitation de commissariats, de bâtiments préfectoraux, tout en augmentant les primes des policiers, et ce dans le but d'avoir à améliorer leur traitement et surtout les motiver. La réforme de ce secteur ne pouvant se faire contre eux, il était donc nécessaire d'avoir à les mobiliser et les motiver. L'objectif est tout autant politique que sécuritaire. Il s'agit de magnifier la présence de l'État sur toute l'étendue du territoire, en particulier dans l'ex-zone CNO, tenue par les rebelles. Dans ces régions longtemps administrées par la rébellion, le retour des préfets et des forces de l'ordre en tenue impeccable devient le symbole tangible de la réunification de la Côte d'Ivoire. Au-delà de la logistique, Ahmed Bakayoko repense l'architecture même de la sécurité intérieure ivoirienne, en créant par exemple des unités spécialisées adaptées aux nouvelles menaces. Ainsi, il instaure une police de proximité pour établir le lien entre le citoyen et la police. Il mettra en place une unité d'intervention pour lutter contre la criminalité et le grand banditisme qui terrorisait le pays. La Côte d'Ivoire sera également dotée d'une police des autoroutes pour sécuriser les grands axes, mais aussi et surtout pour combattre le fléau des coupeurs de route. Cette reprise en main s'accompagne d'un renforcement des services de renseignement. Il dote la direction de la surveillance du territoire de moyens d'investigation et d'écoute modernes. Ce service devient le fer de lance dans la lutte contre le terrorisme et surtout dans la neutralisation des tentatives de déstabilisation depuis le Ghana des pro-Gbagbo en exil dans ce pays. Ce pays qu'il a tant aimé. Je vous remercie. Je rappelle que ce sont là les propos du commandant Abbaye au Ghana, peu avant son arrestation. Il a été arrêté, monsieur le ministre d'État, pour parvenir à un tel résultat. Il a fallu la coopération de tous les pays frères. Est-ce que cette coopération aujourd'hui est excellente? Bien sûr, elle marche très bien, voilà les résultats, et c'est l'occasion de saluer la force de la politique, de la diplomatie du président Ouattara qui permet aujourd'hui à tous ses services de travailler en bonne intelligence. C'est un travail minutieux de nos services. Nous avions cet élément depuis quelque temps et donc avec les services amis, nous avons remonté, comme on dit, la filière. Je ne donnerai pas plus d'informations pour mettre fin à ce projet. Mais ce que je veux faire noter en cet instant-là, c'est que voilà encore des gens qui, après tout ce que ce pays a vécu, sont au stade d'inviter les gens à prendre des cailloux, des machettes pour se dépêcher, pour se tuer
là où on parle de ce pays. Ahmed Bakayoko réussira à faire extrader Charles Bégoudé du Ghana. Il fera en sorte de capturer l'ancien ministre de la Défense Lida Kwasi Moïse. L'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, Lida Kwasi Moïse, est arrivé par avion au GATL mercredi à 21h40. Il a été arrêté à son domicile à Lomé, où il s'était réfugié après la fin de la crise post-électorale. En sa possession, des documents à caractère subversif. Monsieur Lida Kwasi Moïse, ex-ministre de la Défense, a été interpellé ce jour par les autorités togolaises. Il vient d'être extradé en Côte d'Ivoire. Monsieur Lida Kwasi faisait l'objet d'un mandat d'amener et un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne. Grâce à une surveillance étroite des réseaux en exil, c'est de cette façon qu'il parvient à déjouer les complots des fidèles de l'ancien régime, assurant ainsi la survie du nouveau pouvoir. Sur le plan technique, il dote la police de moyens roulants et de moyens technologiques jusque-là inexistants en Côte d'Ivoire. Grâce à Ahmed Bakayoko sera déployée la vidéosurveillance urbaine dans les points stratégiques d'Abidjan. L'État ivoirien fera l'acquisition de plusieurs hélicoptères pour la surveillance du trafic routier, mais également pour les interventions urgentes. La police nationale de Côte d'Ivoire a désormais son premier hélicoptère. C'est un appareil neuf de marque Dauphin de 10 places. Il va permettre à la police nationale de faire son travail dans les airs et sur l'ensemble du territoire. En somme, accroître sa capacité de mobilité. Son acquisition répond au souci du président de la République Alassane Ouattara de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale. Cette stratégie qui allie une présence de terrain rassurante à une technologie de pointe porte ses fruits quasiment immédiatement. L'indice d'insécurité qui plafonnait à un score critique de 4 au sortir de la crise post-électorale chute de manière spectaculaire à un indice de 1.1 en seulement un mandat, un peu plus de 6 ans. L'armée 2017 marquera un tournant, une vague de mutinerie secoue les casernes et menace de faire vaciller le régime Ouattara. Face à l'urgence, le président Ouattara dépêche un de ses meilleurs éléments au ministère de la Défense avec Ahmed Bakayoko, nouveau ministre d'État de la Défense de Côte d'Ivoire. Une nomination à la suite d'un remaniement surprise ce mercredi à Abidjan, la capitale du pays. Cette nomination, loin d'être anodine, marque la volonté du gouvernement d'Alassane Ouattara d'en finir avec les mutineries répétées dans l'armée ivoirienne. Proche du président Alassane Ouattara, influent et perçu comme un des possibles dauphins, Ahmed Bakayoko quitte l'intérieur pour la défense. Avec une mission aux deux visages, restaurer la discipline au sein des troupes tout en apportant des réponses à leurs revendications. Pour transformer ce chaos en armée républicaine, Ahmed Bakayoko met en place la loi de programmation militaire. Il obtient des budgets colossaux qui permettent d'engager la mutation profonde de l'institution militaire. Les casernes sont intégralement rénovées pour offrir aux soldats un cadre de vie digne tandis que l'armement est modernisé pour répondre aux standards internationaux. Une gestion de crise, c'est la reconstruction structurelle de la défense ivoirienne. Ahmed Bakayoko parvient à stabiliser l'armée par un mélange de fermeté et de dialogue direct. Sa proximité avec les anciens comme zone recyclés dans l'armée régulière, ainsi que le respect qu'il inspire aux officiers ayant servi sous l'ère Gbagbo s'avérera déterminant. Pour restaurer leur capacité opérationnelle, Ahmed Bakayoko a piloté une politique d'achat d'armement ambitieuse. La Côte d'Ivoire s'équipera en matériel de pointe, robuste et adapté au terrain. Elle se fournira principalement en Russie mais également en Chine. Sous l'impulsion d'Ahmed Bakayoko, l'armée de l'air a été renforcée par l'acquisition d'hélicoptères de combat. Ces appareils ont été cruciaux pour la surveillance des frontières nord face à la menace djihadiste qui déborde du Burkina et du Mali. Ils ont acheté également des avions de transport tactiques qui leur a permis de projeter les troupes rapidement sur toute l'étendue du territoire. L'armée acquérira de nouveaux véhicules blindés de transport de troupes pour pouvoir patrouiller dans les zones difficiles en étant protégé au maximum. Pour lutter contre la piraterie maritime, il a impulsé l'achat de patrouilleurs de haute mer, renforçant considérablement la marine nationale ivoirienne. Ahmed Bakayoko a pu mettre en place ces réformes grâce en partie à l'expertise française. De nombreux officiers français ont servi de conseillers techniques directement auprès de l'état-major et du cabinet du ministre. Ils ont aidé à réorganiser la chaîne de commandement et à mettre en place la loi de programmation militaire. Grâce à ce partenariat, les écoles militaires ivoiriennes, donc l'EFA de Bouaké ou l'OMP de Bingerville,
ont vu leur cursus modernisé, s'alignant sur des standards internationaux pour produire des officiers capables de commander dans des conflits asymétriques. Ahmed Bakayoko ne cachait pas son prisme franco-compatible, comme quasiment toute l'élite ivoirienne. Il avait de nombreuses amitiés en France, il y possédait un appartement dans les beaux quartiers parisiens. Ahmed Bakayoko n'était pas un révolutionnaire anti-français, alors là, pas du tout. Et c'est en partenariat avec la France que sous son magistère naîtra l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, inaugurée officiellement en 2021, portée par sa vision dès 2017. Cette académie est située à Jacquesville, elle comprend une école d'officiers, un centre d'entraînement pour les forces spéciales et un institut de recherche stratégique en défense et en terrorisme. Cette académie place le pays au centre de l'architecture de sécurité régionale. Abidjan devient la plaque tournante, le cerveau de la lutte antiterroriste en Afrique de l'Ouest. Face à la poussée des groupes djihadistes du Sahel vers les pays côtiers, l'AILCT permet de former ces unités d'élite, donc les GIGN, les forces spéciales, afin qu'elles puissent être capables de répondre à des prises d'otages ou à des attaques complexes, tout en favorisant la coopération entre les armées africaines. En dotant l'armée ivoirienne de moyens modernes, donc de blindés, de drones, d'hélicoptères, Ahmed Bakayoko a contribué à offrir aux militaires ivoiriens un outil et des conditions de travail et de vie les plus confortables. Le pouvoir Ouattara a très tôt compris que pour protéger le développement économique qu'Alassane Ouattara impulsait, il fallait une défense nationale opérationnelle et capable de tuer dans l'œuf toute tentative de déstabilisation ou d'attaque djihadiste. Cette situation a permis de faire noter cette académie, mais nous restons vigilants. La stabilité de l'État est essentielle pour le développement. C'est la porte d'entrée de toutes les questions économiques et financières, les investissements, la confiance. Donc c'est des questions sur lesquelles nous devons être très concentrés, très sérieux, mais jamais baisser la garde. Ahmed Bakayoko aura réussi à transformer une armée de mutins en une force efficace, capable de sécuriser non seulement la Côte d'Ivoire, mais de servir de rempart pour toute la sous-région. Ahmed Bakayoko disposait d'un réseau relationnel qui dépassait largement le cadre de ses fonctions ministérielles. Au fil des années, il s'est imposé comme un interlocuteur entre la présidence ivoirienne et les capitales africaines. Ce carnet d'adresses construit sur la durée reposait sur des liens de confiance personnels avec plusieurs chefs d'État et leur entourage direct. Ainsi, Ahmed Bakayoko était proche de Nicolas Sarkozy, mais aussi du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, du Gabonais Ali Bongo ou encore du président congolais Denis Sassou Nguesso. Et tout ceci a été aidé par le fait qu'Ahmed Bakayoko était membre de la franc-maçonnerie pendant plusieurs décennies. En 2015, il finira par diriger son obédience en devenant le grand maître de la Grande Loge de Côte d'Ivoire, la GLCI, l'obédience la plus puissante du pays, regroupant l'élite politique, économique et militaire de la Côte d'Ivoire. Dans un pays souvent polarisé, la loge devient un espace de dialogue neutre. Sous le sceau du secret, Ahmed Bakayoko y côtoie des cadres du PDCI ou du FPI, permettant de désamorcer des crises et de négocier des compromis en toute discrétion, loin de l'agitation médiatique. Cette fraternité de réseau a servi de stabilisateur invisible pour le régime. En Afrique centrale et de l'Ouest, les grands maîtres des loges maçonniques sont fréquemment occupés par les chefs d'État eux-mêmes. En tant que grand maître, Ahmed Bakayoko traite d'égal à égal avec des dirigeants comme Denis Sassou Nguesso ou Ali Bongo au Gabon. Ce statut lui a offert un canal diplomatique parallèle, lui permettant de régler des dossiers sensibles avec une fluidité que le protocole officiel ne permet pas. La GLCI entretient des liens historiques avec la Grande Loge nationale française, la GLNF. Cette affiliation a fonctionné comme un accélérateur de réseau à Paris, offrant à Ahmed Bakayoko un accès direct au cercle d'influence politique, sécuritaire et d'affaires en France. Elle a consolidé sa stature d'interlocuteur de confiance auprès des partenaires internationaux. Loin d'être un simple titre honorifique, la GLCI a été pour Ahmed Bakayoko un multiplicateur de puissance. Elle a étoffé son aura en faisant de lui le pivot d'une diplomatie de l'ombre, essentielle pour la pratique du pouvoir et étendre son influence sur tout le continent africain. Cette influence bâtie dans le secret des loges des palais présidentiels ne serait rien sans le lien viscéral qu'Ahmed Bakayoko a su entretenir avec la rue ivoirienne, transformant son train de vie flamboyant en un véritable moteur de popularité. Sa réputation de Golden Boy n'était pas seulement un surnom populaire, mais le reflet d'une aisance financière assumée qui a largement nourri son mythe
Si sa fortune a suscité des interrogations, elle plonge ses racines dans un parcours entrepreneurial fructueux, notamment à l'époque où il faisait ses premiers pas avec Dominique Ouattara. Ahmed Bakayoko sera un véritable touche-à-tout. Dans le business, il a su diversifier ses actifs bien avant d'occuper les plus hautes fonctions de l'État ivoirien. À la fin des années 2000, il fut propriétaire d'une boîte de nuit située près des Champs-Élysées à Paris. En Côte d'Ivoire, ses investissements allaient de l'immobilier de prestige à Assini et à Abidjan jusqu'au secteur des médias et de l'agrobusiness. Cependant, ce qui a véritablement marqué l'opinion, ce n'est pas tant sa richesse, mais la redistribution de cette richesse. Ahmed Bakayoko pratiquait une philanthropie directement ou via la fondation qu'il a créée du nom de sa maman. Il était sollicité en permanence pour financer des ordonnances, des frais de scolarité, voire des mariages. En réagissant très souvent à ses appels à l'aide, il s'est forgé une image de puissant généreux qui se soucie de son prochain. Cette générosité, comme je vous le disais, a participé à sa popularité. L'opinion le percevant comme un dirigeant profondément humain. Si tu fais la politique, le premier but, c'est d'aider les gens, aider les populations. Cette fondation, elle va se consacrer d'abord au Ourodougou. Donc ce fonds que j'ai décidé de doter moi-même d'un fonds de départ de 100 millions de francs CFA. Mon aîné Bakayoko Zoumana m'a dit qu'il mettait 20 millions de francs CFA. Donc voilà un fonds de départ de 120 millions. Et pour joindre l'acte à la parole, Ahmed Bakayoko a offert 10 millions de francs CFA à environ 200 femmes. Objectif, créer des activités génératrices de revenus. L'exercice du pouvoir à un tel niveau de responsabilité s'accompagne inévitablement de zones d'ombre et de polémiques. La plus retentissante sera sans doute l'enquête publiée par le média Vice en 2020, accusant Ahmed Bakayoko d'être lié au trafic de cocaïne en Côte d'Ivoire. Ces révélations ont provoqué un séisme médiatique, mais à bien y regarder, c'est bien plus du sensationnalisme qu'une vérité prouvée. Ces allégations sont restées au stade de la controverse, sans jamais devenir des faits établis. L'enquête reposait exclusivement sur des témoignages anonymes. Aucune transaction bancaire ni aucun document compromettant n'a été produit pour étayer ces dires. L'article est paru dans un contexte de tension à l'approche de l'élection présidentielle de 2020. À cette époque, Ahmed Bakayoko était l'un des hommes forts du régime, pressenti comme successeur potentiel. En politique, ce genre de boule puante est très souvent lancé opportunément lors de campagnes de déstabilisation. Il est difficile de concilier ces accusations avec le bilan d'Ahmed Bakayoko au ministère de l'Intérieur. C'est sous son égide que la lutte contre le trafic de drogue a été intensifiée, avec la création d'unités d'élite, une coopération accrue avec les agences internationales comme la DEA américaine ou Interpol. En somme, l'affaire Vice illustre la complexité du personnage, un homme dont l'influence était si vaste et les réseaux si profonds qu'il devenait une cible idéale pour les théories les plus complotistes. Et donc sur l'échiquier politique, Ahmed Bakayoko a été député de Séguéla, fief de sa famille de 2011 à son décès. Il a su cultiver un ancrage local indéboulonnable. En 2018, Alassane Ouattara lui lance le défi de conquérir Abobo, la commune la plus peuplée du pays, plus de 2 millions d'habitants. Dans ce bastion historique du RDR, Ahmed Bakayoko est élu avec un score de plus de 60% des suffrages, confirmant ainsi son statut de poids lourd du parti au pouvoir. L'année 2020 devait être celle du passage de relais entre Alassane Ouattara et la génération suivante. Alassane Ouattara dresse un bilan de l'état de la nation, un discours de 30 minutes et puis cette annonce qui met fin aux spéculations. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 30. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Arrivant au bout de son second mandat, il désigne Amadou Gon Coulibaly comme dauphin et candidat du RHDP à l'élection présidentielle qui devait se tenir la même année. Ahmed Bakayoko, loyal, se range derrière Amadou Gon Coulibaly et contribue à resserrer les rangs au sein du parti. Le 8 juillet 2020, le destin bascule. Amadou Gon Coulibaly, qui souffrait de problèmes cardiaques depuis plusieurs années, décède subitement quelques semaines avant le scrutin. Ahmed Bakayoko assurera son intérim à la primature dans une atmosphère lourde et stressante. Alors qu'une partie de l'opinion et plusieurs des cadres du parti voyaient en lui le successeur naturel à Amadou Gon Coulibaly, le prochain dans l'ordre de succession pouvant valablement représenter le parti au pouvoir à ce scrutin, Alassane Ouattara décide de se dédire
et de briguer un 3e mandat, estimant que la situation nécessitait la candidature de quelqu'un de consensuel, qui ne fracturerait pas le parti, insinuant de fait qu'Ahmed Bakayoko n'était pas encore totalement prêt. À savoir que la désignation déjà d'Amadou Gon Coulibaly a provoqué des tensions. Marcel Montano et Albert Mabry-Thouakeuse, qui étaient des piliers du régime, Montano, il a longtemps cheminé avec Alassane Ouattara et donc son départ a été retentissant. Ils n'ont pas validé le choix qui a été fait d'Amadou Gon Coulibaly, surtout les conditions qui ont entouré sa désignation. Alassane Ouattara a quasiment décidé tout seul ou presque et les a mis devant le fait accompli, et donc il y avait effectivement un risque que la désignation d'Ahmed Bakayoko provoque d'autres fractures, mais ce retournement de situation d'Alassane Ouattara a été très mal perçu par l'opinion ivoirienne comme internationale. Lorsqu'il avait annoncé ne pas se représenter pour un 3e mandat et s'arrêter au bout de 10 ans, il avait été applaudi. Sa stature de démocrate avait été renforcée. Ce reniement, et surtout avec cet argumentaire-là, a fait couler énormément d'encre et de salive. Ahmed Bakayoko, loin de toute amertume apparente, bat campagne avec énergie et dynamisme. Il ne s'est pas économisé du tout. Durant cette élection, il a multiplié les déplacements sur le terrain, cumulé ses fonctions de Premier ministre et de militant devant battre campagne pour son leader. Entre ses fonctions de Premier ministre et la campagne, il a été quasiment sur tous les fronts. Il a appelé au calme face aux tensions qui commençaient à embraser le pays. L'opposition ivoirienne, face à la forfaiture d'Alassane Ouattara, appellera au boycott du scrutin et ensuite mettra en place une transition qu'ils ont appelée la désobéissance civile, appelant Alassane Ouattara à se retirer et laisser Henri Konan Bédié présider la transition. Cette désobéissance civile sera matée dans l'œuf. Pascal Affi-N'Guessan et Maurice Kakou-Guikaoué, ancien ministre secrétaire général du PDCI, ont été arrêtés et emprisonnés. La résidence Henri Konan Bédié a été assiégée. Et très vite, le gouvernement a appelé à la désescalade. Après la victoire d'Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko sera confirmé en tant que Premier ministre, mais il ne restera pas en fonction très longtemps. Très vite, son apparence physique inquiète. Le pays s'étonne de sa perte de poids fulgurante, que l'opinion tente d'abord de justifier par le contre-coup de la campagne présidentielle qui l'avait pas mal éprouvé. La réalité est bien plus sombre. Après un malaise, le ministre Ahmed Bakayoko sera évacué à l'hôpital américain de Paris. Quelques jours plus tard, il sera transféré en Allemagne, à Fribourg. Le 10 mars 2021, la nouvelle tombe comme un coup près. Ahmed Bakayoko a rendu l'homme. Le choc est total, les réseaux sociaux saturent, la Côte d'Ivoire est en pleurs. La disparition d'Ahmed Bakayoko est perçue comme un destin brisé en plein vol, celui d'un homme jeune, charismatique et destiné à un avenir prometteur. Des obsèques nationales seront organisées par l'État ivoirien pour lui rendre hommage. Les décès successifs d'Amadou Gon Coulibaly et d'Ahmed Bakayoko ont ébranlé le système Ouattara, le poussant à réorganiser son dispositif. Ainsi, Patrick Achi, ministre depuis 20 ans sans discontinuer et ancien secrétaire général de la présidence, sera nommé Premier ministre pour remplacer Ahmed Bakayoko. Téné Birahima Ouattara, dit photocopie, le frère du président, sort de l'ombre pour prendre le ministère stratégique de la Défense. Son ascension sera fulgurante. En 2026, il a été nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense, le plaçant désormais sur une rampe de lancement pour le scrutin de 2030. Tchemoko Meïlé Kone est rappelé de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pour devenir vice-président. Son rôle est inédit, il agit comme un véritable coprésident, consulté sur tous les dossiers régaliens et représentant l'État lors des sommets internationaux majeurs. Il a une marge de manœuvre très importante, comme jamais un vice-président n'a eu par le passé. Alassane Ouattara l'associe à sa gestion du pouvoir. Pas une décision stratégique et importante n'est prise sans qu'il ne soit consulté. Cette architecture mise en place au lendemain du décès d'Ahmed Bakayoko et d'Amadou Gon Coulibaly est toujours en place aujourd'hui. Quand bien même elle a été un peu remaniée, Patrick Achi est désormais président de l'Assemblée nationale et Robert Begré-Mambé est Premier ministre. Et comme on l'a vu, Téné Birahima Ouattara est numéro 3 du gouvernement, l'un des piliers principaux de la majorité. Quant à Ahmed Bakayoko, il laisse l'image d'un dirigeant qui a su réinventer l'exercice du pouvoir en Côte d'Ivoire. Son absence se fait ressentir dans l'arène politique. Quel aurait été le parcours d'Ahmed Bakayoko s'il avait survécu et accédé à la présidence? Autorisons-nous à un exercice de politique fiction. Si Ahmed Bakayoko n'était pas décédé le 10 mars 2021, il aurait été, je pense, très vraisemblablement président de la République ivoirienne. Sa présidence aurait été marquée par une rupture de style avec l'approche technocratique actuelle d'Alassane Ouattara, mais sur le fond, il n'y aurait pas vraiment eu beaucoup de changements.
La présidence d'Ahmed Bakayoko aurait été marquée par une rupture de style. Son influence dans l'armée, ses liens étroits avec les milieux d'affaires et sa popularité auprès de la jeunesse urbaine auraient permis à asseoir son leadership. Sur la scène internationale, Ahmed Bakayoko aurait assuré la continuité en maintenant la Côte d'Ivoire dans le giron français. Francophile et mondialiste convaincu, il n'aurait amorcé aucune révolution idéologique. Il aurait plutôt utilisé la mondialisation comme levier pour moderniser l'image du pays et projeter pour lui-même le portrait d'un président jeune, dynamique, winner et connecté. Toutefois, en dupliquant la méthode de Patrice Talon, sa gestion de l'État comme une holding aurait comporté des limites majeures. Un tel modèle risque d'accentuer les disparités sociales. La croissance économique, bien que réelle, tendrait à se concentrer dans les mains d'une petite élite proche du régime, laissant de côté une grande partie de la population. Cette porosité aurait inévitablement favorisé un népotisme structurel et accru les risques de corruption systémique. Pour Alassane Ouattara, la perte d'Amadou Gon Coulibaly et d'Ahmed Bakayoko est analogue à celle de la perte de deux fils. Ces deux personnalités l'ont accompagné dans son parcours politique, ont cheminé avec lui des moments de braise des années 90 jusqu'aux dorures du palais présidentiel lorsqu'ils ont fini par accéder au pouvoir. Et les deux avaient des profils très variés. Amadou Gon Coulibaly, plutôt un profil technique, technocrate. Ahmed Bakayoko, homme de terrain, homme de réseau. Et ces deux disparitions ont été un contre-coup important. Le vide laissé par Ahmed Bakayoko est aujourd'hui un enjeu de positionnement. Si Adama Bictogo essaie de recycler ce mood, cette façon de faire d'Ahmed Bakayoko, plaire aux jeunes, être tendance, être un mécène de la culture, être présent sur les réseaux sociaux, quand bien même on voit qu'on veut imiter un peu la recette, mais le goût de l'original fait que ça ne donne pas de la même façon, ce n'est pas le même ressenti. Et ça donne le sentiment, aussi bien à Adama Bictogo que d'autres qui essayent de jouer un peu les jeunes, ça fait un peu provoquer, c'est pas aussi naturel et c'est pas aussi rafraîchissant. Vous me direz Ahmed Bakayoko, on a peut-être le sentiment qu'à son époque c'était plus in parce que c'était tout nouveau, ça venait de commencer, c'est des techniques qu'ils ont dupliquées aux États-Unis, aussi bien Ahmed Bakayoko en Côte d'Ivoire, mais je pense aussi par exemple à André Bobab au Gabon. Ça a été les premiers politiques à avoir réfléchi comme des publicitaires, à avoir quasiment tout marketé, à avoir des éléments de langage, à avoir des visuels, à avoir des gimmicks. Ça reste dans le subconscient des populations et surtout des électeurs. Et c'est comme ça que procèdent les publicitaires pour pousser par exemple à l'achat. Ahmed Bakayoko laisse un vide important, aussi bien dans sa famille biologique, il laisse derrière lui son épouse, Yolande Tano, mais aussi leurs 4 enfants, Yohan, Tidiane, Yérim et Maya. Sa disparition a marqué la fin d'une époque. Son fils Yérim semble être celui de la fratrie qui marchera dans les pas de son père. Il est très impliqué dans le monde de la culture, il est très présent avec les artistes en vogue, il se lance un peu dans les affaires, il a un réseau. Du fait de ses amitiés, il est très connecté au Congo-Brazzaville avec la famille présidentielle de Denis Sassou Nguesso, par exemple. Et donc, dans quelques années, je ne serais pas étonné de le voir gagner en surface financière et ensuite d'avoir sa ambition politique. C'est pas totalement tiré par les cheveux. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet du parcours du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, du parcours d'Ahmed Bakayoko. A-t-il été précurseur? Comment le percevez-vous? Avez-vous le sentiment que ça a été un homme politique assez innovant? Mettez-moi tout ça en commentaire. Si ce type de vidéo te plaît, abonne-toi et je vous dis à très bientôt. C'était votre GSW. Bye.